Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Emmanuelle Parent qui travaille à l'Université de Montréal. Elle fait actuellement son doctorat et elle est venue nous parler d'un sujet qui touche son doctorat, c'est-à-dire l'impact des médias sociaux sur nos adolescents, sur nos enfants. Ça a été une discussion qui m'a un peu shaké de l'intérieur, qui m'a remise en question. Je me suis remise en question lors de cette discussion-là. Puis, en fait, c'est pour le mieux parce que, comme le dit Emmanuelle, oui, il y a les impacts négatifs qui nous préoccupent beaucoup comme parents. Et la première chose à faire, c'est en prendre conscience et nous-mêmes se remettre en question. Donc, je vous invite fortement à écouter cette discussion-là qui est plus que pertinente. Et vous savez, nous, chez Placote, on a on se fait un devoir de développer des jeux qui vont faire que nos adolescents vont avoir la chance, l'espace de discuter. Je pense à 10 ta vie, entre autres. Donc, si jamais vous voulez avoir quelque chose, un produit concret pour continuer la discussion avec vos jeunes, je vous invite à aller voir sur notre site Internet. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne remise en question. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Emmanuelle! Salut Alexandra! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents oui. D'adolescents, mais même d'enfants vers l'adolescence. C'est un sujet qui revient souvent, un sujet de préoccupation. Donc, en premier lieu, je vais te laisser te présenter un petit peu. Qu'est-ce qui fait que tu es ici aujourd'hui, dans le fond? Puis après ça, on partira notre discussion. Oui, bien merci de l'invitation. Je suis contente d'être là pour avoir l'occasion de parler de mes recherches aussi. Oui. Moi, je suis au doctorat en communication à l'Université de Montréal. Puis, le centre de ma recherche, parce que c'est ça qui fait un doctorat, tu fais une grosse recherche sur 4-5 ans. Des fois, ça s'étend pour certaines personnes. Oui. Mais bon, moi, j'essaie de le contenir là-dedans. C'est une étude de l'utilisation des médias sociaux chez les ados. Pour faire un lien entre la structure des plateformes puis leur expérience personnelle à eux, puis essayer de voir comment, bref, tout ça rentre en dynamique ensemble. Oui. Parallèlement, j'enseigne aussi donc des cours à l'Université de Montréal, un cours sur la méthodologie de la recherche et un cours sur le fait de travailler ensemble avec les technologies. Et aussi, je suis cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, qui est la fondation Le Ciel. Oui. Avec Alexandre Champagne, qui est ton cofondateur. Ben oui, avec Alexandre. Super. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler justement des réseaux sociaux, de l'impact que ces derniers ont sur nos enfants. Et pas juste de l'impact négatif, parce que souvent, on démonise un peu les réseaux sociaux, parce que oui, les ados passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Oui. Puis souvent, j'ai l'impression que la génération de parents qui ont présentement des adolescents n'ont pas connu du tout les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose d'obscur un peu, quelque chose avec lequel on n'est pas nécessairement à l'aise non plus. Puis on entend tellement de choses dans les médias qu'on ne sait plus quoi croire, qu'on ne sait plus est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. On est un peu perdu comme parents là-dedans. Oui, puis c'est un sentiment qui est partagé au sens large, là, parce que puis dans les médias, quand il y a historiquement, là, quand on regarde l'arrivée de la télévision, ça avait fait aussi tout un tollé chez les parents, les études en communication, oh non, les enfants, ils jouent plus dehors, maintenant, ils sont scotchés devant la télé, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est un peu le même débat, puis ça revient pas mal avec les nouvelles technologies. Donc, le genre de sens de comme panique, un petit peu, on va dire, une panique morale en ce moment de « Mon Dieu, je veux enlever cet outil-là à mes enfants, mais en même temps, tout le monde là, il est normal. » Puis on le voit à travers l'histoire que c'est un phénomène social, finalement, qui se répète puis qui va continuer de se répéter quand ça va être l'intelligence artificielle. Quand ça va changer. Exactement. Puis dans les médias, souvent, comment on le traite, c'est qu'on va faire appel à des experts en santé, à des psychiatres, des pédiatres, qui sont des personnes qui travaillent souvent avec des jeunes en difficulté parce qu'on veut prévenir les méfaits. Oui. Donc, c'est pas pour mal faire, mais ça fait que le discours médiatique, souvent, il est orienté vers les côtés négatifs pour la santé.
Absolument. Puis ça fait qu'on n'a pas tout le... Puis on le sait, tu sais, dans les reportages, dans les nouvelles, on va avoir des reportages qui durent 5 minutes. Fait que c'est sûr qu'on veut aller directement à l'essentiel puis au danger. Mais là, finalement, comme parents, on voit juste, bon, peut-être que c'est lié avec des syndromes dépressifs, la cyberintimidation. Coudonc, pourquoi on l'utilise déjà? On vient quasiment à l'oublier. Fait que c'est sûr qu'à la Fondation, puis dans mes recherches, puis il y a beaucoup d'autres personnes en sciences sociales qui réfléchissent comme ça, c'est-à-dire de façon nuancée. Donc, on essaie tout le temps de garder le côté positif et le côté négatif parce que c'est pas... Les technologies, c'est pas comme la cigarette où on dirait... ben voici le côté négatif à long terme, puis il faut l'enlever, puis on n'est pas... Tu sais, on peut fonctionner sans fumer dans notre société, puis il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, fonctionner sans Internet, fonctionner sans les écrans, c'est pas réaliste. Fait qu'on peut pas juste les couper pour... tu sais, pour plus avoir les effets négatifs. Puis de toute manière, il y a beaucoup de bénéfices. Donc, c'est de penser comment est-ce qu'on fait pour réduire les méfaits, donc les identifier, mais se concentrer sur qu'est-ce que ça amène de positif dans notre vie. Fait que déjà, d'avoir ce discours nuancé-là, puis sur l'équilibre, puis comment l'intégrer à notre vie, faut partir de là. Je comprends. Puis quand on parle de méfaits, par exemple, parce que là, une fois qu'on les a identifiés, comme tu dis, après, on va pouvoir les traiter un peu. Qu'est-ce que c'est ces méfaits-là? Qu'est-ce que la science nous dit? Qu'est-ce qui est officiellement là, les bonnes données, en fait? Oui, bien, il y a plusieurs méfaits, mais avant, en fait, j'aimerais ça revenir sur tantôt, quand tu as dit le sentiment des parents. Oui. En fait, je lisais une étude récemment de chercheurs qui sont allés dans 170 familles pour parler des technologies, parler avec des mères, des pères, comment ils se sentaient. Puis, ce qui était relevé de ça, c'est qu'avec les technologies, les parents, souvent, ils sentent il manque de littératie numérique. Donc, littératie, on pense à la littérature, être capable de lire un texte, mais c'est un peu être capable de connaître comment fonctionne Facebook, comment fonctionne Instagram. Donc, les parents vont sentir, je suis pas capable, j'utilise même pas TikTok, puis là, il faudrait que je dirige mon enfant sur TikTok. J'ai de la misère. Donc, il y a un sentiment d'un manque de connaissances qui lie à un sentiment d'impuissance, de je sais pas comment donc gérer. Et aussi, fait intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils se sentent pas outillés, souvent les parents, à donner des conseils à leurs enfants parce qu'ils savent qu'eux-mêmes aussi ont des... Tu sais, en tant que parent, tu as des enjeux aussi avec ton téléphone. Tu trouves peut-être que tu l'utilises trop. Donc là, de dire à ton enfant de ne plus être sur son téléphone alors que toi, tu le saisis tout le temps dès que tu as une notification, il y a comme un conflit. Fait qu'il y a ce sentiment-là qui est en tout cas tout à fait normal, puis sur lequel on travaille, puis dans le futur, bref, je pense que les parents vont se sentir plus outillés pour ça. C'est pour ça qu'on jase, entre autres. Puis dans les méfaits, là, ça dépend pour quelle tranche d'âge on parle. Si on parle pour les l'adolescence, mettons, là. Si, pour l'adolescence, les sujets que les parents vont dire qui se soucient le plus, c'est évidemment la cyberintimidation, qu'on a beaucoup entendu parler. Avant, c'était comme le gros sujet. On en parle encore, mais année 2010-2015, c'était très... La cyberintimidation, il y a de l'intimidation à l'école, ça se reflète en ligne. Ça continue. Ça tue à la maison. Fait que ça, c'en est un. Au niveau des chiffres, je regardais Statistique Canada, ils ont fait une étude là-dessus, puis ils disaient que chez les jeunes, mais ils allaient jusqu'à de 12 à 25 ans, c'était environ 17% des jeunes qui avaient vécu de la cyberintimidation, du cyberharcèlement. Fait que c'est, disons, un jeune sur 5. C'est quand même élevé. C'est quand même élevé, puis ça veut dire que tous les autres peuvent être témoins aussi de ça. Témoins silencieux, souvent, à cet âge-là. Ben oui. Puis aussi, les personnes qui étaient le plus visées, qui étaient recensées dans cette recherche-là, c'était les femmes plus que les garçons, pour ce qui est et les personnes gays, LGBTQ. Bon. Donc ça, c'est porter un regard attentif à ça, apprendre à comment bien s'exprimer avec respect sur les médias sociaux ou en ligne, dans les classes en ligne, etc. Là, ça dépasse les médias sociaux. Sur les jeux vidéo aussi, il y a de la communication. Donc, il y a ce problème-là. Puis récemment, on parle beaucoup de cyberdépendance. Oui. À partir de quand est-ce que du temps d'écran, c'est trop de temps d'écran? Puis je pense que c'est un discours auquel on s'intéresse encore plus depuis la pandémie parce qu'on a tout... tout est rendu sur les écrans. Complètement. Puis on a moins d'alternatives d'activités. Fait qu'on va aller plus rapidement sur les écrans. Donc là, ça aussi, c'est de dire à partir de quand est-ce que trop d'écran, c'est trop. Oui. Puis ce qui est difficile quand on parle des méfaits aussi, surtout chez les adolescents, c'est que c'est pas que c'est du cas par cas, mais les technologies, les médias sociaux vont faire en sorte qu'ils vont profiter de nos vulnérabilités personnelles. Oui.
Puis ça, nos vulnérabilités personnelles, ça dépend un peu d'un jeune à l'autre. Oui. Il y en a qui vont peut-être avoir des soucis avec leur poids, leur image corporelle. Les jeunes filles en particulier ont normalement plus de soucis avec ça sur les médias sociaux que les gars, comme dans le reste un peu de la société. Là. Il y a aussi, si toi, tu veux impressionner, t'es show-off, là, tu parles beaucoup dans les classes et tout, ben peut-être sur les médias sociaux, tu veux aussi aller chercher cette validation-là, puis poster, puis aller chercher de l'attention. Donc ça, toi, c'est peut-être ça qui va plus te stresser. Avoir les fameux likes. Avoir les fameux likes. Quelqu'un d'autre qui est plus introverti, ça y tente pas en tout de publier, mais il sent une pression d'en mettre au moins un minimum pour pas être bizarre. Ben ça va être d'autres soucis. Fait que c'est de penser, pas juste c'est quoi le problème du média social, mais c'est quoi les vulnérabilités de mon enfant? C'est quoi les choses qui sont plus difficiles dans sa vie? Puis comment ça peut après se refléter ces médias sociaux? Puis sur le numérique, les jeux vidéo. Fait que tu sais, c'est un peu... Faut changer le point de vue de place. T'sais. Faut pas dire le numérique, c'est mal. C'est OK, il y a des faiblesses. Comment est-ce que ça peut les exacerber? Oui, pour mon enfant, qu'est-ce qui va... Qu'est-ce que pour lui, ça va être un danger? Oui, puis tu sais, les parents vont le dire, là, il y a, disons, un enfant de 16 puis l'autre de 14. Oui. Tu sais, t'as deux filles, disons, de 16 et 14, puis ils n'utilisent pas le numérique nécessairement de la même manière, puis sont très différentes. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître son enfant avant de pointer du doigt les technologies. Oui. Bien, j'ai un exemple qui me vient en tête. Ma mère, récemment, me disait que moi, mon frère, c'est un gamer. Il joue aux jeux vidéo. Mais elle dit, écoute, il allait à l'école... Il avait ses bons résultats. Il s'entraînait à tous les jours parce qu'il était dans le sport-études. Ben, elle dit, il faisait ses devoirs, ses travaux. J'ai jamais eu de mots de personne qui avait quelque chose de pas fait. Elle dit, comment je pouvais lui dire que c'était trop? Parce que c'était pas trop. C'est là qu'il décompresse. C'est là qu'il décompressait. C'est là qu'il... Donc, il y a ça. C'est parfait. C'est l'exemple. Je pense que ça illustre parfaitement ce que tu viens de dire. Lui, peut-être qu'il jouait 3 heures le soir sur ses jeux vidéo, mais... tout le reste dans sa vie fonctionnait, donc il n'était pas dépendant des jeux vidéo. C'est ça. C'est pour ça que de juste dire un nombre d'heures, tu sais, les études vont dire à partir de 3 heures de temps de loisir par jour. Temps de loisir, ça veut dire que ça n'a pas rapport avec l'école à la maison. C'est vraiment, mettons, comme les jeux vidéo, Netflix, etc. Plus de 3 heures par jour quotidien va être corrélé avec des symptômes dépressifs. Donc, un moins bon sommeil, moins de motivation, etc. Mais dans ce cas-ci, là, si ton frère il jouait 3 heures par jour, par soir, mais que le reste de sa vie était équilibré, il n'y en a pas de problème. C'est là qu'il faut, de manière autonome, analyser finalement les données devant soi, là, la situation de son enfant. Puis un autre sujet qui va revenir, que j'ai survolé rapidement avec la télévision, de comme mes enfants, depuis qu'ils sont devant la télé, ils vont plus jouer dehors. Ça, on l'entend. Oui, ça, on l'entend beaucoup, la sédentarité. Puis j'entendais une chercheure, Caroline Fitzpatrick, qui parlait de ça. Elle a étudié les enfants. Mais c'est un peu la même dynamique pour les ados. De si les écrans remplacent du temps d'activité physique, là, il y a un souci à se poser. Mais si c'est complémentaire, puis que ça vient, je sais pas, combler un besoin social parce que les jeunes, surtout en pandémie, vont jouer beaucoup en ligne avec leurs amis connectés, mais on parle pas de la même chose. Je comprends. Donc, c'est pas de tout mettre les œufs dans le même panier. Tu sais, on dit, il passe 3 heures devant ses écrans. Mais il a fait 4 heures de vélo dans l'après-midi avec ses amis. C'est ça. À l'opposé, un parent, le dimanche soir, je sais pas trop, va écouter en direct de l'univers, l'autre émission d'après, l'autre émission après. Puis toi aussi, tu fais du temps écran. C'est juste qu'il n'y a pas de média qui va dire attention à la aux adultes. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Puis ça, on le fait souvent. Moi, je sais, là, avec mon téléphone, puis je sais, c'est une préoccupation que j'ai. Puis souvent, ma petite qui a juste 5 ans, me dit, est-ce que je peux jouer? Puis là, moi, mon réflexe, c'est de dire non, mais ça fait une demi-heure qu'elle me voit pitonner. Puis oui, je réponds à des courriels. Elle sait pas que je suis pas en train de jouer, mais elle me voit sur mon écran. C'est difficile après de lui expliquer pourquoi toi, t'as pas le droit, mais moi, ça fait une demi-heure que je suis là, que je pitonne, que... C'est ça, hein? C'est un tellement bon point. Puis en fait, il y a un mot pour ça. Les chercheurs... Ils ont mis un concept, une étiquette là-dessus qui est la technoférence. Comme un mot valise entre technologie puis interférence. Donc, c'est le fait de, quand on est présent avec sa famille, mais en même temps, on est absent. Donc, une présence absente, ben comme moi qui est sur mon téléphone, exactement, qui répond à des courriels ou qui répond à des messages. Parce que le fait qu'on traîne notre téléphone mobile puis que les enfants autour, peu importe l'âge, les enfants apprennent en
En regardant. En regardant les parents. Les parents sont un modèle. Fait que c'est sûr que si mes parents sont tout le temps sur leur cell, qui travaillent, qui textent, qui soient sur Instagram, tu ne vois pas la différence de l'extérieur, tu sais. Puis il y en a beaucoup de parents qui vont dire que j'ai de la misère à décrocher du travail parce que j'ai mes courriels sur mon téléphone, etc. Je veux toujours regarder. Absolument. Ou même, il suffit d'être dans le salon puis tes enfants jouent à un jeu qui t'intéresse pas tant que ça, puis ton téléphone traîne sur la table. Tu vas le saisir puis tu vas le regarder. Donc, c'est de se conscientiser aussi de comment est-ce que je peux être un modèle. Puis, c'est ça, parce que les jeunes, nous, on fait des ateliers avec la Fondation dans les écoles secondaires, un atelier d'autodéfense numérique. Puis c'est intéressant. Oui, puis on pose la question, pensez-vous qu'on vit à l'ère de la cyberdépendance, mythe ou réalité? Puis ils jasent là-dessus. Oui. Puis ça revient souvent, nommer les parents. Ça revient souvent, ben oui, mais mes parents... je veux bien pas de téléphone à table, mais mes parents le font quand ils reçoivent un appel ou quand ils reçoivent un message texte, ils le regardent ou quand... Oui. Fait que c'est très important de poser un regard vers soi pour en premier. En premier. Oui, je comprends. Pour incarner un modèle. C'est vraiment intéressant parce que là, je le vois, là, tu sais, je m'identifie beaucoup dans ce que tu dis. Moi, j'ai pas des ados, mais je sais que des fois, les enfants vont dessiner, tu sais, dessine papa, dessine maman, puis il y a toujours un téléphone. Tu sais, c'est drôle. C'est ça, tu sais, bon. Mais, fait que ça, c'est, dans le fond, ce que je comprends, là, c'est se poser un regard sur nous en premier, puis après, analyser pour notre enfant, personnellement, c'est quoi qui peut nuire, c'est quoi, puis comme tu dis, si à la place d'aller jouer à l'extérieur, au parc, ben là, il prend cette heure-là pour jouer aux jeux vidéo, ben là, il y a peut-être un problème. Mais s'il le fait, puis qu'après ça, c'est son loisir, c'est correct, c'est ça. Oui, exactement. Quand on veut savoir, mettons, des parents qui vont dire comment on fait. C'est quoi un élément déclencheur qui me pose une question de peut-être qu'il y a un problème entre les écrans, donc les jeux vidéo, le téléphone cellulaire puis mon ado, c'est est-ce que il a changé drastiquement ou de manière importante son comportement? Est-ce qu'il a arrêté quelque chose? Il a arrêté certaines activités? C'est sûr qu'en ce moment, encore une fois, c'est difficile à dire, là, parce que, bon... Mais tu sais, si je parlais avec un jeune qui m'a dit, moi, j'ai compris que j'avais un problème, à un moment donné, j'allais plus à mes pratiques de soccer pour jouer à mon jeu vidéo. Alors que c'est quelque chose qu'il aimait Alors avant. que c'est quelque chose qu'il a tout le temps aimé. Fait que là, il disait, je comprends pas trop pourquoi ça me tente plus d'y aller. Puis encore une fois, lui, ce jeune-là, il disait, j'avais le goût de... C'est arrivé une couple de fois qu'il se réveillait dans la nuit pour aller jouer à son jeu vidéo. Puis il retournait se coucher après. Fait que ses parents ne le savaient pas, tu sais. Donc, mais là, lui, il avait justement eu une petite réflexion là-dessus de me semble que j'ai changé mon comportement. Puis il avait diminué. Tu sais, il avait pris conscience. Donc, c'est ça. Donc, pour avoir le diagnostic de cyberdépendance, là, on peut aller là d'expliquer c'est quoi. C'est un diagnostic qui est quand même important puis précis. Tu sais, il faut que ça fasse ça ait de lourdes conséquences dans la vie d'un jeune. Tu sais, il y a 2 critères là, pour avoir le diagnostic qui est seulement posé par un professionnel de la santé, psychiatre, médecin, etc. Là, tu peux pas t'auto-diagnostiquer vraiment même. Ben, en tout cas... on peut le penser, pas officiellement, exact. Puis le premier critère, c'est donc un dysfonctionnement dans les activités quotidiennes. Fait que manger, tu vas sauter des repas, tu vas aller moins voir tes amis, l'hygiène, plus avoir envie de se laver, plus avoir laisser faire les devoirs. Plus de devoirs, pas envie d'aller à l'école, tout ça. Donc ça, c'est le premier critère. Puis le deuxième, c'est de pas être capable d'arrêter malgré sa volonté personnelle. OK. Donc, le jeune dont je viens de parler, là, qui voyait que ça commençait à avoir des problèmes avec son quotidien, lui voyait le deuxième critère de volonté d'arrêter, il a été capable. Il voulait arrêter, il trouvait, bon, OK, là, j'exagère, puis il a été capable d'arrêter, fait que c'était pas grave. Mais il y en a des jeunes qui sont pas capables. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'un professionnel peut diagnostiquer la cyberdépendance. OK. Mais lorsqu'on s'inquiète de ça ou on veut faire de la prévention pour ça, ce que les experts vont suggérer, c'est de diversifier les activités. OK. Comme tu disais tantôt, là, avec l'exemple de ton frère, tu fais un peu d'activité physique, tu fais des jeux vidéo avant de te coucher, tu as ton école, tu jases avec tes amis par message texte. Oui. De pas tout avoir c'est quoi l'expression, tes œufs dans le même panier. Oui, c'est ça, de pas être juste là-dessus. C'est ça. Oui. Fait que ça va être ça, la solution, puis ça, c'est une conversation que tu peux avoir avec ton enfant, tu sais, de comment est-ce qu'on organise ton horaire, comment tu veux qu'on gère ton temps. Oui, parce que là, on parle depuis tantôt, tu sais, de ce qui est plus négatif. Oui. Mais
il y a une raison pour laquelle les enfants, les ados veulent aller là-dessus, ont besoin d'aller là-dessus aussi, au même titre que moi, des fois, j'ai besoin de m'asseoir dans mon divan puis juste d'écouter Netflix, tu sais, j'ai juste besoin de décrocher. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans voyons, ça fait 2 fois que je m'accroche dans mon micro. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça? Si on adresse les médias sociaux spécifiquement. Oui. Puis là, par médias sociaux, c'est Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, même les messages textes, etc. On rentre ça là-dedans. Oui, les ados, ils vont dire que le bénéfice principal à ça, c'est socialiser avec ses amis. C'est la socialisation, c'est de renforcer ses liens. OK. Avec ses copains à l'école, parce que c'est un lieu qui est informel, tu sais. Oui. C'est pas comme quand tu jases avec tes amis puis qu'il y a le prof en avant. C'est pas pareil. Quand tu jases avec tes amis chez, mettons, tes parents, ou dans la rue, puis tes parents sont pas trop loin au parc, etc., ben c'est pas les mêmes conversations que quand tu sais que tu peux parler de manière intime, là, tu peux parler de filles, de gars, de quelque chose qui est arrivé, quelque chose qui t'a dérangé, de tes conflits avec ta famille aussi, parce que tu commences à regarder tes parents plus avec un regard critique. Fait que là, tu peux parler de ça, tu peux parler de, justement, tout l'événement qui est arrivé à l'école. Fait que la conversation en privé, là, tu sais, la messagerie, c'est numéro 1. Puis les ados, t'es dans... Tu sais, si on regarde les stades du développement, là, t'es en train de te forger une autonomie relationnelle. Absolument. Il faut que tu sois capable dans la vie de faire face à des conflits, faire face à... c'est ça, les premiers défis, amours, les défis. Donc ça te permet vraiment de pratiquer ça, puis de pratiquer tes relations sociales, mais aussi dans un lieu sécuritaire, parce que tu sais, t'es dans ta chambre, t'es chez vous, mais tu parles avec tes amis. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1 que les ados vont nous relever. OK. De fait, parler avec tes amis et tout. Puis des fois aussi, peut-être que c'est moins gênant en message texte. Il y a des choses que tu n'avoues pas nécessairement de vis-à-vis, que là, en message texte, peut-être que d'avouer qu'il y a eu un premier baiser avec quelqu'un, ben là, c'est plus facile de passer ça en message texte. Il y a clairement des avantages à ça. Oui. Puis aussi que tu peux réfléchir à ton message. Tu sais, disons que tu me parles d'un sujet délicat, justement, tu me parles de, je sais pas, là, tu t'es chicané avec ton frère, ta soeur. Puis là, moi, je reçois ça, puis je veux être une bonne amie. Fait que je vais réfléchir à mon texte, je vais prendre le temps, je vais me relire. Tandis qu'en face à face, peut-être que j'aurais répondu, ben non, voyons, c'est plus impulsif. Donc, c'est pas de dire que le message texte est mieux que le face à face, mais il y a des avantages. Il y a des avantages pour certaines situations. Après, en tant que parent, d'avoir une conversation, ça peut être de remettre les limites de qu'est-ce qui nécessite une conversation en face à face. Tu sais, de voir c'est quoi les différences entre les deux. Puis les ados sont quand même conscients de ça. Des fois, il suffit juste de mettre des mots sur leurs sensations qu'ils ont déjà. Qui est que les malentendus par texto, il y a comme rien de pire. Tu n'entends pas le ton de la voix de la personne, tu vois pas ses expressions faciales. Tu vois pas quand le climat ou la tension commence à redescendre. Tu peux vraiment mal interpréter, finalement, le texto de l'autre. Ben, ça nous arrive comme adultes. Ben, ça nous arrive comme adultes. Fait que c'est la même affaire quand tu es à tes premières chicanes, là, justement. Fait que puis il y a des conversations importantes, justement, comme, mettons, tu es en couple, là, tu veux laisser ton partenaire, ben tu fais pas ça par texto. Tu sais, ça s'apprend. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est-à-dire, là, il faut un peu de savoir-vivre pour montrer du respect aux gens. On leur parle en face à face. Puis, donc ça, c'est un côté vraiment positif. Un autre, ça va être la création d'identitaire. Quand on était jeune, là, on avait... nos séries qu'on regardait à la télé, disons, t'avais une émission, puis ben moi, je m'identifie plus à tel personnage, ou t'entendais des personnes parler de différents sujets, puis ça t'inspirait. Mais avoir des modèles tant pour les jeux vidéo que pour YouTube, par exemple. Tu suis une YouTubeuse, puis tu sais, mettons, tu passes en arrière de ton enfant de 13 ans, puis tu vois qu'il écoute une vidéo YouTube, t'es comme, mon Dieu, ça a l'air, il me semble, basique, là, qu'est-ce qu'il se dit, là, puis c'est pas intéressant, mais ça fait quand même un modèle avec lequel ton enfant se définit, puis il va, tu sais, mettons que la YouTubeuse ou le YouTuber discute de certains sujets d'actualité ou s'exprime ses opinions, ben ça fait, OK, ben moi aussi, je pourrais peut-être penser de même, ou moi, je suis pas d'accord avec lui. Fait que ça te permet de te positionner en tant que personne par rapport à ce que t'écoutes.
Oui. Tu as un Instagram, tu sais, faites l'exercice si vous avez deux jeunes ados, même enfants, tu regardes les 2 pages Instagram, qu'est-ce qui suit, ça va être super différent. Oui. Un peut avoir plein de comptes abonnés, il tripe sur le basket, ben, il va suivre des joueurs de basket, il va suivre des comptes de sport, etc. Puis l'autre personne va peut-être plus suivre, je sais pas, des personnes qui font du dessin, du manga, etc. Fait que tu vois quand même les intérêts puis la personnalité derrière. Puis ça peut vraiment ouvrir à une belle communauté parce que si toi, t'es toute seule dans ta classe, mettons, qui tripe sur le dessin, qui tripe sur le manga, ben c'est parce qu'il y a une maudite communauté sur Internet là, qui va être capable de partager tes intérêts. Puis il y en a des ados qui se font des nouveaux amis, quoique c'est pas... Tu sais, souvent, s'ils sont sur les médias sociaux, ils vont parler avec les personnes qu'ils connaissent déjà. Puis, tu sais, ils savent quand même, les ados, que si quelqu'un d'inconnu t'approche, tu réponds pas. Oui, ça, c'est quelque chose. Ils sont assez critiques, oui. Ils sont quand même conscients de ça. Parce que c'est une crainte, là. Oui, c'est une crainte. Se faire aborder, puis là, mais ils sont assez conscients. Oui, ça n'empêche pas que tu peux continuer de le dire. Là. Je veux dire, au pire, t'es juste un parent fatigant qui est comme, là, tu parles pas à des inconnus, hein? Puis non, pas la première fois. C'est ça. Comme ça, ça peut continuer de se dire, mais ce qu'on remarque, nous, dans les classes de secondaire 3, 4, 5, c'est que c'est... En tout cas, ça ressort que c'est acquis. Ouais. OK. Tu sais, comme nous, avant, c'était, si quelqu'un te propose des bonbons, tu t'acceptes pas, ben là, c'est si quelqu'un slide dans tes DM avec un lien URL, c'est non. C'est comme... OK, ouais, c'est ça. Mais c'est comparable. C'est comparable. Oui, je comprends. Puis... Donc, dans le fond, les intérêts des enfants versus, moi, tu sais, je pense qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque pour trouver des informations. Puis des fois, dans les revues, mais là, il y avait un article de quelque chose qui m'intéressait. Mais là, ils ont comme une panoplie de tout ça. Ben oui. Ça les ouvre à toute la diversité de leurs intérêts aussi, j'imagine, là. Ben oui, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, mettons, ta fille qui arrive, puis comme, maman, j'aimerais ça peindre la porte de ma chambre. Puis là, t'es comme, mais de quoi tu parles, peindre la porte de ma chambre? Oui, on a-tu du tape? Tu sais, je pourrais faire des motifs, puis le peindre, t'es comme, mais oui, mais c'est parce qu'elle, ça fait, mettons, 8 vidéos TikTok qu'elle voit de filles qui font ça. Puis veut pas, elle, ça l'intéresse. Puis elle en a vu plein de projets DIY qui lui ont pas parlé, mais celui-là, il parle. Fait que là, OK, moi aussi, je vais le faire. C'est des personnes de mon âge qui le font. Ça prend pas beaucoup de moyens. Let's go, je me lance là-dedans. C'est super positif, ça. Ben oui. Puis tu sais, dans un des ateliers que je donnais, il y a un jeune qui disait, lui, il tripait sur le dessin. OK. Puis lui, il vivait de la cyberintimidation à l'école. Puis sur à cause justement de son style, peu importe, là, mais il n'y a jamais des bonnes raisons de toute manière d'avoir de la cyberintimidation. Mais donc, c'était une réalité qui le touchait. Puis sur les médias sociaux aussi. OK. À cause qu'il continuait ses dessins d'animaux, etc. Puis il disait, les médias sociaux, il dit, moi, je pense que je vis les côtés négatifs là, que le monde a peur à la télé. Il dit, je me fais intimider par des gens. Bon. Puis il en parlait de même. Il dit, mais dis-moi, les médias sociaux, ça m'a amené quelque chose de le plus extraordinaire au monde, qui est à dire des gens qui partagent ma passion. Wow! Puis lui, il est dans des groupes Facebook, il dit, maintenant, j'ai développé ma technique. Il dit, le fait de partager mes dessins, ça me pousse à me dépasser. Ça me pousse à, je vais poster un dessin, mettons, chaque semaine. Fait que là, je vais plus passer de temps à me forcer. Je veux recueillir des bons commentaires. Pour la musique aussi, des jeunes qui vont se mettre à faire de la création musicales qui vont partager sur YouTube. Autodidacte à la limite, parce qu'il y a vraiment beaucoup ça là. Ben oui, Internet te porte à être autodidacte. C'est magique, oui. Qui est comment faire une belle base de lit dans YouTube, puis là, ils vont savoir comment. Donc, c'est incroyable. Ça va vraiment... Il y a vraiment une manière dont ça peut stimuler la créativité. Oui. Donc, oui. Puis à quel point ça, par exemple, tu sais, comme là, l'enfant, c'est merveilleux, il est capable de nommer que ça lui apporte du positif, puis ça va même au-delà du négatif que ça lui apporte, puis j'imagine que son estime de lui, boum, là, ça aide. Mais à quel moment, par exemple, parce que là, on va revenir, tu sais, ça peut glisser vers la cyberdépendance, tout ça, parce qu'un enfant qui est très, très dessin peut, là, tout à coup glisser, puis juste faire ça devant son écran, par exemple. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est les mêmes critères que tout à l'heure dont tu parlais. C'est les mêmes critères que tantôt, c'est se rappeler, disons qu'il aime vraiment le dessin, disons tu remarques qu'il le fait juste, ou il arrête de le faire, il fait juste devant son écran, ou il est stressé, ou si d'avoir une conversation, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Quand tu publies ton dessin, est-ce que ça peut changer l'opinion que tu as de ton dessin si tu n'as pas autant de commentaires?
positif, comment tu te sens si jamais il y a un commentaire négatif sur ton dessin. En tout cas, sache que moi, je suis là, que moi, je les trouve vraiment bien, tes dessins, que je trouve que t'as de l'air confortable quand je te regarde dessiner. Fait que c'est encore une fois la diversité d'activités, puis d'essayer tout le temps de faire de trouver un équilibre dans ta passion, les écrans. C'est ça, qui est de plus en plus sur écran, les passions présentement. Là, Ben oui, quand même. Parce que moi, je vois juste mes plus jeunes, mes enfants qui sont jeunes, ne sont pas encore adolescents. Ils frôlent l'adolescence, mais ils ne sont pas encore rendus. Moi, je ne suis pas créative. Je ne suis pas créative. C'est pas ma qualité. Et je n'écoute pas YouTube. Donc, moi, personnellement, YouTube, j'ai découvert ça pendant la pandémie parce que j'ai commencé à tricoter. Puis là, je me suis rendu compte à quel point il y avait C'était positif, c'était riche. Mais mes enfants, il y a 2 ans, connaissaient YouTube pour apprendre à dessiner. Puis là, ils ont déjà leur YouTuber préféré pour le dessin. Mais vois-tu ça, l'espèce d'ignorance de parents, là? Moi, YouTube, dans ma tête, là, c'est des gens qui parlent devant leur écran, qui montent des maillots, qui montent du maquillage, qui montent, tu sais, puis je voyais pas du tout l'intérêt. Là, je l'ai vécu, je comprends, mais je voyais mes enfants aller vers ça. Puis c'est pas des ados, mais je me dis le potentiel incroyable qu'il y a là-dessus. Mais comme parent, ma préoccupation, c'est toujours, par exemple, puis ça, je pense que c'est sur tous les médias sociaux, mais il y a des publicités. Qui sont pas toujours ciblées pour la clientèle qui regarde le dessin. Pas le dessin, mais la vidéo. Même chose sur Facebook. Il y a des publicités. Puis, dépendamment de ce que ton enfant va voir, ça va changer. Donc, ça aussi, c'est une préoccupation, je pense, pour les parents. Parce que oui, par exemple, un enfant qui va dessiner, mais dans le milieu du vidéo, ben là, ça va couper. Il peut y avoir une publicité de quelque chose qui n'a pas rapport avec ce qu'il écoutait, mais peut-être que là, ça va le faire glisser vers... Peut-être. Y a-tu quelque chose comme parent? C'est encore de sensibiliser les enfants, j'imagine, de leur en parler? Oui, bien, pour ce qui est des publicités, c'est sûr qu'à une échelle sociale, tu sais, où le Québec a été précurseur là, dans les lois pour tout ce qui est publicité qui touche aux enfants. C'est comme d'un premier, en Amérique du Nord, je pense qu'on était d'un premier à dire non, à télé, t'as pas le droit de parler aux enfants. C'est ça, t'as pas le droit de t'adresser aux enfants, etc. Pour le web, en ce moment, il est vraiment pas question de ça. J'imagine que ça va venir là, éventuellement. En tout cas, on le souhaite. Là. Il y a beaucoup de chercheurs qui se mobilisent pour ça, aussi pour cette problématique-là. Mais là, en ce moment, en attendant, mettons, au sein de ta famille, ça va être d'ouvrir la conversation à ce sujet-là, parce que quand on parle des impacts du temps écran, là, du temps sur les appareils technologiques numériques, il va y avoir, le temps qui a un impact. Donc, de ne pas passer trop de temps, d'avoir un équilibre, là, que ça te serve. Il y a aussi le contenu. Disons que toi, tu passes 5 heures par jour sur tes écrans, mais ce que tu consommes, justement, te permet de faire du dessin, te donne une idée pour aller dehors, pour faire des choses qui te font du bien, pas de problème. Mais quelqu'un qui passe, mettons, 2 heures sur Instagram, mais qui se compare, qui trouve sa vie poche, etc., ben là, le temps n'a plus rapport. Là. C'est vraiment qu'est-ce que tu consommes comme contenu, comment est-ce que ça te fait sentir. Fait que ça, c'est d'avoir une conversation avec ses enfants là-dessus. Puis le 3e critère, c'est le contexte d'utilisation. Fait que si tu utilises tes écrans, comme on jasait tantôt, si tu regardes TikTok avec ton enfant... Si tu regardes une série Netflix avec ton enfant, ça devient une activité sociale aussi. Tu sais, c'est on va dire du co-visionnement. T'en parles. Après, pour souper, tel personnage a dit ça. Moi, je trouvais ça... On pratique les danses Exactement. ensemble. Tu pratiques des danses ensemble. C'est sympathique. Et ça, c'est pas pareil comme les jeux vidéo. Si tu joues dans un contexte avec tes amis, c'est pas pareil que quand c'est tout seul. Fait que ça aussi, c'est un critère à réfléchir. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de généraliser la place du numérique les enfants, chez les enfants, chez les ados. Ça demande vraiment des réflexions. Puis comment est-ce qu'on peut après s'outiller comme parents pour faire ça? Ben, c'est en restant humble dans ses connaissances. C'est pas grave si tu connais pas Snapchat. C'est pas grave si tu connais pas YouTube, là, que tu l'as découvert il y a 2 mois. C'est ça. Mais intéresse-toi à ton jeune puis écoute. Même si tu as entendu là, un reportage qui dit que c'est terrible l'impact sur l'anxiété, que c'est... Non, là, prends un step back, prends un pas de recul, puis écoute ton enfant. Qu'est-ce que t'aimes là-dessus? Qu'est-ce que t'écoutes? Hey, est-ce que je peux-tu voir que quand c'est quoi les YouTubers que tu suis? Puis c'est là peut-être que tu vas voir, là, il y a une publicité, ça te fait quoi de voir ça? Oui, je comprends. OK, tu sais, eux, ils veulent faire de l'argent, puis c'est pour ça, OK, oui. Puis de poser des questions à ce sujet-là. De quoi tu parles avec tes amis, là? Ça peut être... c'est là, c'est pas tes affaires, là. Puis c'est correct, tu sais, mais...
les jeunes, mais les ados, ce qu'ils cherchent, c'est que leurs parents aient confiance en eux, avoir un bon lien de confiance. Après, qu'ils les aident à être autonomes. Fait que t'aides ton jeune à devenir autonome dans ces trucs. Le but, c'est pas que tu l'encadres toute sa vie. Puis finalement, oui, d'avoir un encadrement. Fait que oui, là, alors là, c'est d'être au courant, mettons, du temps qui passe sur ses écrans. Il y a des applications qui existent pour ça. Il y a des applications, oui, dans l'iPhone, mais tu peux aussi connecter ton téléphone à celui de ton enfant pour savoir combien de temps il passe devant telle application, combien de temps il passe devant un jeu vidéo, puis d'encadrer ça, de dire, hey, cette semaine, tu as passé un peu plus de temps, comment tu te sens par rapport à ça. L'enfant le sait que tu as accès à ça. Oui, ça, c'est sûr. Ça vient avec le critère numéro 1 qui est le lien de confiance. Ça, c'est sûr. Fait que, oui, tu as le droit. Ça sera pas tout le temps le fun là, d'encadrer les jeunes là-dessus, mais c'est important quand même. Là. Puis, donc, c'est ça, d'être vraiment en position d'écoute. Parce que souvent, on va arriver puis on va dire... T'écoutes une émission, mon Dieu, le jeune était cyberdépendant, puis là, t'arrives, puis là, tu coupes, là, puis t'es comme, non, là, il est rendu à 8 heures chaque soir, là, c'est plus de téléphone, puis là, t'enlèves son téléphone, mais là, tu sais pas qu'est-ce qu'il faisait, là. Ton jeune, peut-être qu'il était d'une conversation super importante, peut-être que son ami, il parlait d'un problème, peut-être qu'il était d'un conflit qui, là, va rester irrésolu. Fait que c'est pour ça qu'il faut arriver avec une posture d'écoute, pas de je sais tout quoi faire, là. Oui, parce qu'on le sait pas. Non, puis il y a un autre point que j'insiste souvent quand je parle avec des parents, c'est juste de... oui, d'être bienveillant, mais d'avoir confiance en ses conseils. Puis, tu sais, tu le disais tantôt, on n'a pas eu la même enfance. Nous, on les avait pas, les téléphones cellulaires, on n'avait pas de téléphone intelligent, mais on avait les mêmes enjeux de peine d'amour, conflit d'amitié, tension avec la famille, stress relié à l'école, tout ça, là, tout ce qu'on a appris, c'est les mêmes affaires. Tu sais, tel jeune nous disait qu'ils reçoivent, je pense que c'est comme 60 000, 70 000 appels par année de jeunes. Puis il nous disait, qu'il y avait pas d'ados qui parlaient des technologies. Tu sais, il y en a pas qui vont dire, j'appelle parce que je me sens mal avec Instagram. Ils vont appeler pour dire qu'ils se sentent pas bien dans leur corps. Comme nous, il y a plusieurs années, alors qu'il n'y avait pas Instagram. Fait que c'est les mêmes problèmes qu'avant, c'est juste qu'ils sont sous différentes formes. Puis peut-être plus visibles aussi, parce que nous, on a accès à toute cette information-là aussi. Combien d'articles de sites un peu obscurs on voit passer à propos de ça? Combien de fois on voit des conversations? Par exemple, moi, je suis la génération plus Facebook, là. Instagram, c'est tout nouveau pour moi, là. Mais sur Facebook, là, le nombre de mamans, parce que c'est plus des mamans que je suis, mais qu'on voit passer que c'est un sujet de discussion, puis tout ça. Fait qu'on dirait qu'on a plus accès aussi à cette information-là que quand on allait prendre un café chez une amie, puis que là, on discutait un peu, mais tu sais, on avait tellement de choses à se dire parce qu'on l'avait pas vu, la nouvelle plante qu'elle avait achetée, là, tu sais. Fait que tu sais, là, c'est instantané. Quelqu'un fait quelque chose, on le voit, on le sait. Fait que peut-être que c'est exacerbé un peu par ça aussi pour nous. Notre regard que nous, on a comme adultes, on a plus conscience, mais c'est pas parce que c'est plus présent, peut-être. C'est tellement une bonne réflexion parce que je lisais un livre sur justement la place des technologies dans la vie des ados par une sociologue qui a suivi des ados pendant plusieurs mois. Là. Puis elle disait, le truc, c'est que les plateformes, c'est que les trucs bizarres là, qu'on fait quand t'es ado, ils deviennent visibles. C'est exactement comme t'as dit. Tu sais, on en essayait des... Tu sais, c'est cringe un peu, là. Tu sais, c'est malaisant, là, cette expression-là, cringe. C'est malaisant des fois quand tu regardes tes photos, t'es ado, t'es comme « Oh mon Dieu, c'était tellement laid comment je t'habillais. » Mais c'était pas sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas sur les réseaux. Fait que tes parents... Quand même que tu t'habillais normalement pour aller à la fête de ton ami, puis là, rendu dans la rue, tu te sortais les deux couettes qui te traversaient la face, puis que là, tu sortais ton gel, puis là, tu t'en mettais, puis là, tu descendais tes pantalons, tu sortais ton G-string, je sais pas. Là, mais tu faisais ça, mais les parents le voyaient pas, cette expérimentation-là, parce que c'est ça, t'expérimentes, tu testes ton identité, tu testes comment tu deviens adulte, comment tu t'insères dans ce monde-là. Fait que ces expérimentations-là, ils se passaient de manière privée. Tandis que là, si tu mets une photo, tout le monde peut le voir. Puis ça rend les parents malaisants parce qu'on veut pas le voir. Qu'est-ce qui expérimente nos jeunes. On les a fait, ces expériences-là. Ben oui. Puis tu sais, comme quand t'as des expressions bizarres, là, quand t'es jeune, ben t'es entendais juste une fois de temps en temps, puis là, tu niaisais tes enfants, mon Dieu. OK, il va chiller, puis haha, ce terme chill. Et là, tu le vois en commentaire, puis t'es là, mais comment qu'il parle? Fait que tu sais, ça te donne... Ça t'ouvre à avoir plein d'opinions sur la vie des ados, alors que ça devrait...
les concerner eux, puis c'est correct. C'est vraiment un bon point, ça, parce que c'est vrai. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai fait ado que, heureusement, que les réseaux sociaux étaient pas là. Oui, c'est ça. On était chanceux, Il n'y a pas de souvenirs, là. Il n'y a pas de souvenirs. Ben, il y a des souvenirs dans ma tête, mais il n'y a pas de souvenirs visibles. Mais c'est ça, fait donc c'est plus visible. Oui, puis tu sais, il faut faire attention avec ça parce que, disons que les gens, ils font des danses sur TikTok. Oui. OK? En tant qu'adulte, on peut ne pas comprendre. Oui. On est comme, voyons que tu fasses des danses sur TikTok. Qu'est-ce que ça t'amène d'avoir une danse? Pourquoi tu regardes les danses des autres? Puis on comprend pas. Mais c'est correct de pas comprendre. On n'a pas 14 ans. C'est correct. Puis il faut respecter que le jeune, elle trouve ça le fun, regarder des danses, qu'est-ce que tu veux. Puis elle trouve ça le fun, les recréer. Puis après, sociologiquement, les études vont dire, ben c'est un mouvement, tu fais partie d'un tout, tu fais partie d'un mouvement, tu es connecté aux pratiques sociales de quelqu'un en Europe, en Afrique, en Asie, puis là, toi aussi, tu fais la même danse, puis tu sens que tu fais partie d'une génération. C'est identitaire aussi. C'est très, très identitaire. Fait que c'est pour ça que c'est important de pas juger les trucs, même si on trouve que des fois, c'est bizarre. Oui. Puis ça me lançait sur une deuxième idée qui est les ados. Ce qui nous parle aussi, tu disais, je suis contente de ne pas avoir de photos de mon adolescence, là, parce que, bon, des fois, c'est le fun que ça reste juste dans ma tête, ces souvenirs-là. Oui. Mais c'est pas juste les ados qui mettent des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. C'est les parents. C'est les parents. Oui. Dans le cadre de mon doctorat, je fais des entrevues avec des ados. Oh là là, ça doit... Oui. Oui, puis là, ça passe là, quand même. Puis je demandais comme question à un ado, tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, c'était vers la fin de l'entrevue, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce que tu dirais aux adultes ou aux gens de ton âge, tu sais, comme conseil avec les médias sociaux, puis il disait, pensez avant de publier. J'étais comme, ah oui, tu sais, les jeunes, il dit, non. Il dit, là, je parle des parents, là. Oh. Il dit, parce que moi, il dit, j'ai des photos de moi à 9 ans sur Facebook de ma mère. Il dit, puis toutes mes amies, ils peuvent voir ça, puis je suis pas bien avec ça, tu sais. Puis il me raconte ça, puis il rit, mais il rit jaune, là. Oui, puis le problème est comme inverse pour eux. Nous, on le voit du côté parents, mais eux, ils voient leurs parents, ce que nous, on voyait pas, là. C'est ça. Moi, ma mère, avec son verre de vin qui fait une selfie un peu, je l'ai pas vu, ça, en photo, là, tu sais. Ah oui, effectivement, j'avais jamais pensé à ça, puis que l'ado le nomme, ça parle. Oui, puis c'est pas le seul à le nommer, là. Puis c'est de dire, il dit, depuis que j'ai l'âge de le dire que je suis pas à l'aise, elle a arrêté. Tu sais, dans ce cas-ci, je pense que c'était sa mère, là, mais ça peut être son père. On n'a pas conscience. C'est ça, il dit, tu sais, depuis qu'elle le sait, elle le fait plus, mais il reste quand même les anciennes photos, tu sais. Oh mon... Oui! Mais là, ça, je viens de... C'est confrontant un petit peu, là. Parce que comme parent d'enfants plus jeunes, ce qui est mon cas... on entend beaucoup parler, faites attention aux images que vous mettez de vos enfants sur les médias sociaux. T'sais, moi, j'ai jamais mis mon enfant dans une situation que, des fois, les enfants, ils font des drôles de choses, mais c'est quelque chose, des fois, je garde privé, je garde pour moi, puis je mets des photos où mes enfants, sourient ou sont dans un moment heureux. Je mets pas de photos de mon enfant qui fait le bacon par terre. Fait que j'essaie de respecter ça. Mais là, je l'avais jamais vu de l'angle que tu viens d'apporter, que plus tard, eux autres, ils vont le voir, ce que moi, je mets de moi. Fait que, tu sais, on dit, eux, ils vivent pour la première fois leur adolescence et médias sociaux, mais nous, on vit pour la première fois la parentalité sur les médias sociaux aussi. Fait que dans le futur, faut avoir ces conversations-là là, de qu'est-ce qui se fait pas, puis ça va finir par se stabiliser. Mais en ce moment, c'est qu'est-ce qui est normal, là. C'est incroyable, ça, comme... je pense que ça va être notre mot de la fin, ça, parce que je pense que ça va amener les gens à réfléchir. Puis, je suis très contente de t'avoir reçu sur le podcast. Je suis vraiment heureuse aussi qu'on ait pu parler du positif des médias sociaux, du cybermonde, en fait, parce que ça permet de voir justement pourquoi c'est important pour nos enfants, nos ados. Donc, je te remercie infiniment d'être passée nous voir. Merci, Alexandra.